Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir. C'est un moment assez important pour moi parce que je vais vous parler de mon expérience de vie. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'en parler. Donc c'est un petit peu, à la fois c'est enthousiasmant et en même temps c'est un peu intimidant. C'est jamais facile de prendre la parole comme ça en public, de choisir les mots qui seront justes. Et j'espère que vous êtes confortablement installés. Je vous invite tout de suite à changer d'espace, changer de place si vous en avez envie, parce que vous voyez, on a du choix ce soir. J'aimerais partager avec vous une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 jours, qui m'a pas mal remuée, qui m'a amené à réfléchir. Et je me suis dit que ça pourrait être bien de commencer ma conférence avec ça. Ah. Bonsoir. Il y a 2 jours, je reçois un appel téléphonique d'un monsieur qui a vu l'affiche de ma conférence et qui me demande « Qu'est-ce qu'on peut retirer de votre conférence ?» Alors je me dis que je ne peux pas répondre à cette question, parce que seul vous qui êtes ici ce soir et qui allez y assister saurez à la fin de la conférence ce que vous en aurez retiré. Moi je l'ignore. Et peut-être même que vous ne le saurez pas vraiment, parce que des fois, on est inconscient de ce que ça nous apporte. Ça ne dépend pas de moi, et c'est quelque chose de très personnel. Alors, qu'est-ce que moi, je vais faire ce soir? Je vais semer des graines. Est-ce que vous les recevrez? Est-ce que ça portera ses fruits? Je l'ignore. En fait, ce que ce monsieur voulait probablement savoir en posant cette question, c'était est-ce que cette conférence serait utile pour lui? Alors, après un bref échange, j'ai essayé d'évaluer si oui ou non ce que j'allais partager ce soir lui serait utile. Et je me suis dit que non, que cette conférence ne lui serait pas utile. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai eu l'impression que son sol n'était pas fertile pour les graines que j'avais à semer. Pourquoi? Parce qu'il avait un certain nombre d'idées bien arrêtées sur qu'est-ce qu'étaient les choses et qu'est-ce qu'elles n'étaient pas. Par exemple, sur qui est digne ou pas digne de faire une conférence. En l'occurrence, son idée, c'était que pour parler de ce sujet de paix, il fallait être psychologue, ce qui n'est pas mon cas. Autre idée arrêtée, c'est qu'est-ce qui pouvait se cacher de dangereux derrière une conférence comme celle-là. Et en l'occurrence, son idée, c'était un parti politique. Ce qui n'est pas le cas. Autre idée, bien arrêtée, c'est comment sont les gens autour de lui, à savoir, je cite, des arriérés mentaux. Je ne cite que 3 exemples glanés au cours de la conversation. Si je devais caricaturer la demande cachée derrière cette conversation, ce serait vous, qui clairement n'êtes pas plus digne que moi de faire une conférence sur la paix parce que vous n'êtes pas psychologue, et qui très probablement devait cacher un parti politique, ce qui est scandaleux. Pouvez-vous me dire ce que je pourrais retirer de cette conférence pour que je puisse vivre en paix malgré mes arriérés mentaux voisins? J'exagère un petit peu. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Ce que je dis ne peut être accueilli qu'avec un cœur et un esprit libre et ouvert. Arriver comme cet homme, avec un esprit plein de méfiance, avec le cœur plein de colère, et la bouche pleine de jugement, avec des mots pêle-mêle, déversés sans aucun tri et sans aucun égard pour la personne en face qui les reçoit, eh bien non seulement peut mener à beaucoup de frustration pour la personne, mais en plus impacter négativement tout le groupe. Vous pouvez vous imaginer que ça m'a un petit peu inquiétée. Parce que mon intention ce soir, qu'est-ce que c'est? C'est de partager un bon moment avec les personnes qui sont là. J'ai envie de partager ce que j'ai de meilleur, j'ai de la joie à offrir cela. De votre côté, avez-vous de la joie à recevoir?
Alors avant cet appel téléphonique, je me disais, ah bah oui, évidemment, les gens ne viennent pas à une conférence si ce que j'ai à dire ne les intéresse pas, s'ils n'ont pas envie d'écouter mon histoire. Mais depuis cet appel, eh bien, une fois de plus, je constate que ce qui est évident pour moi ne l'est pas nécessairement pour tout le monde. Et le propos de cette conférence, quel est-il? Le titre, vous connaissez, mieux communiquer pour vivre en paix. Le monde a besoin de votre bonheur. Mon propos ce soir, c'est quoi? C'est d'amener la conscience sur nos comportements individuels. Sur nos comportements individuels et sur leur impact sur le monde. Alors, je ne vous ai pas raconté cette anecdote pour stigmatiser ce monsieur. Au contraire, parce que je me reconnais en lui. Parce que quand je suis submergée par mes émotions négatives, mes émotions désagréables, et que je les déverse, que je les décharge comme ça inconsciemment sur les autres, et de préférence mes proches, qu'est-ce que je fais? Du terrorisme, de la prise d'otage. C'est comme si je lâchais une bombe. L'autre, il n'a rien demandé, il n'a pas demandé à recevoir mes poubelles émotionnelles, il subit la violence, c'est tout ce qu'il peut faire. Alors vous voyez, ce soir, je ne vais pas vous parler de toutes les choses terribles qui se passent dans le monde, je ne vais pas vous parler de politique, je vais simplement vous parler de la racine de la violence en me regardant dans un miroir. Il n'y a pas plus loin à chercher. Je vais vous parler du cœur de l'homme, de ses peurs, de sa violence ordinaire, mais aussi de sa beauté, de son pouvoir personnel et des miracles qu'il peut accomplir. Ce soir, je vais vous parler de moi, parce qu'avant toute chose, je suis un être humain, et qu'en chaque être humain se retrouve l'humanité tout entière. Avant de poursuivre, je vous propose un petit temps pour se centrer, un petit temps de silence. Je vous propose de fermer les yeux et de souffler longuement par la bouche. Et de laisser l'inspiration se faire tranquillement par le nez. Prenez le temps juste d'écouter votre respiration. Vous pouvez même mettre une main sur votre ventre, une main sur votre poitrine pour vous relier à ce que vous vivez à l'intérieur, pour être avec vous-même et sentir cette vie en vous. Comment vous savez que vous êtes vivant là maintenant? Est-ce que vous sentez votre cœur battre? Est-ce que vous vous sentez respirer? Comment vous savez que vous existez là maintenant? Quel goût ça a? J'existe. Il n'y a rien à faire. Rien à comprendre, rien à chercher, il y a juste à être. À être pleinement là. Prendre conscience que toutes les histoires dans notre tête, ce ne sont que des histoires. Et la réalité la plus tangible ici et maintenant, c'est juste j'existe. À cet endroit-là, il n'y a rien d'autre que de la paix.
Et je vous invite juste à sentir quelle est mon intention ce soir en venant à cette conférence. Pourquoi je suis là? J'aimerais que vous vous sentiez totalement libre en faisant ce choix complètement. Je suis là parce que j'ai envie d'être là. Et j'ai aussi la possibilité de choisir autre chose. J'ai la possibilité de me dire finalement, je ne me sens pas bien ici, j'ai envie de partir. Quelle que soit la raison, c'est votre droit, vous êtes libre. En écoutant ce que vous voulez vraiment, vous vous rendez service à vous-même, mais vous nous rendez service à nous tous en même temps. Parce que chacun d'entre nous participe pleinement à l'ambiance commune. Est-ce que vous vous autorisez à vous rendre la vie plus belle? Eh bien, ce soir, j'ai envie de vous dire, sentez-vous libre parce que vous l'êtes. Quand votre intention est claire, lâchez-la. Laissez-la partir. Juste goûter cet instant, sans attente. Être juste là et savourer le moment. Et à votre rythme, tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. J'aimerais vous remercier, chacun d'entre vous, pour votre présence ce soir. J'aimerais remercier toutes les personnes grâce à qui ce moment a été possible. Toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué. Merci. Alors, sur un plan pratique, cette conférence va se diviser en 2 parties, avec une pause de 10 minutes. Pendant cette pause, vous pourrez vous rafraîchir. Vous avez vu que nous avons des boissons, des petites douceurs pour se régaler. 10 minutes, c'est le temps de aérer un peu sa tête, décourdir ses jambes, si besoin, aller aux toilettes. Alors, il n'y en a pas ici, mais il y en a dans la rue des Termes. Quand vous sortez pour monter, il y a des toilettes publiques. Et est-ce que vous avez des questions pratiques avant que je commence? Eh bien, allons-y, je vais vous raconter mon histoire. C'est la première partie. Lorsque j'étais enfant, j'ai appris des choses sur le monde en observant, en écoutant, en m'imprégnant un peu comme une éponge de tout ce qui m'entourait. Alors ça a commencé par mes parents, ma famille, puis mes amis, l'école, la télévision, le journal télévisé. Vous savez, celui que tout le monde regarde pour savoir ce qui se passe dans le monde. Vous avez remarqué qu'on ne dit pas le journal télévisé, en général on dit je regarde les informations. Eh bien tous les soirs, au moment du repas, j'y avais droit comme beaucoup de gens. Et moi, eh bien j'y ai cru. J'ai cru à tout ce que je voyais, à tout ce que j'entendais, à tout ce que je lisais. Surtout quand c'était des livres et des journaux. Je me disais, mais les livres, les gens qui ont écrit ces livres, ces journaux, ils savent de quoi ils parlent. C'est des gens sérieux. Ça ne me venait même pas à l'esprit de remettre en question le contenu. Je me disais, c'est ça la vérité. Il n'y avait pas d'autre choix. Et puis à l'adolescence, j'ai commencé à voir que tout le monde ne tenait pas le même discours.
qu'il existait différentes façons de penser. Parce que les êtres humains sont subjectifs, déjà. Même en voulant être objectifs, eh ben, on n'est jamais totalement neutre. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait autant de façons de voir le monde que d'individus sur la planète. C'est à ce moment-là que mon esprit critique, mon discernement ont commencé à se développer. Et ça a été le début d'une liberté. Mon monde, qui au départ se réduisait à la vision qu'en avaient mes parents, est devenu plus vaste, plus coloré, plus nuancé. Ça m'a ouvert de nouvelles perspectives. Laissez-moi vous raconter comment mon monde a évolué. Au départ, mon monde, ce que je croyais être la réalité, le monde, c'était ça. La vie est dure, le monde est hostile, les gens, surtout les inconnus, sont dangereux, il faut se battre, travailler dur pour survivre. Et si on travaille suffisamment dur, alors peut-être on aura mérité un petit peu de repos. Des vacances, une retraite. Ça vous parle, cette vision du monde? Ben, c'était la mienne, c'était celle de mes parents et c'est celle de beaucoup de gens. Et au fond, je n'étais pas très satisfaite de cette existence-là. Je me disais, mais enfin, il doit bien y avoir autre chose à espérer de la vie que ça. En plus, je voyais bien qu'il y avait des gens qui avaient l'air heureux, pour qui la vie avait l'air fluide, facile et savoureuse. Et quand même, au fond de moi, j'avais peur de m'éloigner des sentiers battus. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer si moi, je ne travaille pas dur pour assurer ma subsistance? Qu'est-ce qui va se passer si je ne gagne pas mon pain à la sueur de mon front comme tout le monde? Pourquoi est-ce qu'on se sent mal quand on voit des SDF dans la rue? Ben, parce que ça fait peur. Parce qu'on se dit, ça pourrait être nous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se fait des films d'horreur, du genre le froid, la faim, le manque, la solitude, l'insécurité. Alors comme moi aussi, j'avais besoin de sécurité, que j'avais peur, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée dans le moule. Je suis devenue une très bonne élève, très vite. Bon, c'est vrai que j'aimais apprendre, hein. Mais même dans les matières que je n'aimais pas, ben, je travaillais dur. Déjà parce que je voulais la paix, et je savais que si je ramenais des bonnes notes à la maison, eh ben, j'aurais la paix. Et aussi parce que je cherchais la reconnaissance des adultes. Et donc j'ai fait des études de langue, je me suis formée au métier de guide-interprète, et puis j'ai passé le concours pour être professeur d'anglais. C'était un rêve d'enfant. Bon, la première année, je l'ai raté, et la deuxième année, quand je l'ai eue, j'ai reporté ma prise de fonction dans la grande famille de l'éducation nationale pour partir vivre à l'étranger. Parce que, malgré ma réussite scolaire et ma supposée grande intelligence, et je ne me sentais pas du tout prête à faire face à une classe, à enseigner, parce que j'avais l'impression de ne rien savoir et que ça se voyait en gros sur ma figure. Et je me disais, les élèves pas vus, ils vont tout de suite voir qu'ils ont affaire à un imposteur. Et ils vont pas tarder à me démasquer en m'humiliant en masse. Ça, c'était ma pire peur. Une de mes pires peurs, c'était ça, c'était qu'on ne me respecte pas. La première année où j'ai été prof a été l'une des plus dures de ma vie. J'étais stressée en permanence, je passais mon temps à me faire des films d'horreur sur ce qui pourrait se passer de pire. Je ne mangeais plus et je faisais des cauchemars presque toutes les nuits. Alors du coup, pour garder la face, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je me donnais un air sérieux, distant. Je me rigidifiais. J'ai d'abord pris comme modèle mon tuteur de stage, qui était un professeur autoritaire, qui terrifiait les sixièmes. Et petit à petit, j'ai eu d'autres modèles un petit peu plus cool. J'ai commencé à m'assoupir. Mais les plus grands maîtres que j'ai eus à cette époque, eh bien, ça a été les élèves eux-mêmes. Je ne sais pas qui de mes élèves ou de moi a le plus appris de l'autre,
Mais eux, c'est sûr, m'ont permis de changer profondément ma vie. J'ai enseigné dans plusieurs établissements scolaires, j'ai vécu dans différentes régions de la France, et notamment dans un collège en ZEP, c'est le dernier collège où j'ai travaillé. Donc la ZEP, pour ceux qui ne connaissent pas, veut dire zone d'éducation prioritaire. On peut traduire grosso modo zone avec des élèves en difficulté, donc difficile. C'était dans le nord de la France, un ancien bassin minier, et beaucoup des élèves étaient des descendants de mineurs. Et quand les mines ont fermé, eh bien, ces gens se sont retrouvés sans travail, mais surtout, ils se sont retrouvés sans espoir, sans rêve, et avec une estime de soi très pauvre. J'avais des élèves qui se sentaient mieux à l'école que chez eux, alors qu'ils étaient considérés comme des mauvais élèves, et même s'ils étaient punis, parce qu'au moins, là, eh bien, ils existaient, ils étaient écoutés, reconnus quelque part. La dernière année où j'ai enseigné, j'ai demandé à des élèves de 4e ce qu'ils voulaient faire plus tard, parce que c'est la période de l'orientation. Eh bien, ils m'ont répondu en haussant les épaules, chômeurs comme mes parents. Certains élèves avaient même des membres de leur famille en prison. Et il n'y avait pas bien loin à aller, on n'était qu'à quelques centaines de mètres du collège. Alors que m'ont-ils appris, ces enfants? Eh bien, ils m'ont appris l'échec. Je souris parce que, en fait, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Et chaque expérience, eh bien, c'est l'opportunité de se transformer et de devenir un petit peu plus qui on a envie d'être. Alors je vous propose de faire avec moi l'autopsie d'un échec, mon échec. On parle d'échec scolaire. Vous avez entendu cette expression probablement. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, être en échec? Ça veut dire ne pas réussir à l'école. Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas réussir à l'école? Non, qu'est-ce que ça veut dire réussir plutôt? Eh bien, c'est avoir de bonnes notes et de bonnes appréciations du professeur. Et comment on fait pour avoir de bonnes notes et de bonnes appréciations? Ben, il faut faire ce qu'on attend de nous. Et c'est un petit peu pareil dans la vie, hein, si on regarde bien. Réussir dans la vie, c'est quoi? Avoir un bon travail, payer ses impôts, se caser avec quelqu'un, acheter une voiture, une maison, faire ce qu'on attend de nous, être un bon citoyen, respecter les règles, faire son devoir, faire tourner l'économie. On croit que tel est le prix de la réussite, que telle est la condition pour mériter le respect. N'est-ce pas? Alors regardons de près ce que ça a donné pour moi. Bon, vous vous en doutez, j'étais persuadée que pour réussir dans la vie, il fallait réussir à l'école, sinon je ne me serais pas engagée dans l'éducation nationale. Et j'avais une autre croyance à ce moment-là, je me disais, pour que les élèves réussissent, c'est simple, il faut être un bon prof. Et je me disais, bon prof, forcément égale bons élèves. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en tête de devenir la meilleure prof possible pour que tous les élèves réussissent. Vous imaginez le truc un petit peu? On appelle ça le complexe du sauveur, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc j'ai travaillé dur pour devenir la meilleure prof que je pouvais être. Et j'y suis arrivée. Je jouissais d'une bonne réputation auprès des élèves, auprès des parents d'élèves, même auprès de l'inspection académique. J'avais gagné la reconnaissance, d'une certaine manière. J'avais même des fans parmi les élèves, qui m'offraient des cadeaux, qui, lorsqu'ils me croisaient dans la rue, me saluaient d'un « Hello, Miss Perron !» comme ils l'avaient si bien appris en classe. Il y a même eu des classes, quand ils avaient des cours annulés, qui préféraient venir à mes cours que de rester en permanence. Mais si j'avais gagné le cœur des élèves, que j'avais réussi à créer une relation agréable avec eux,
eh bien, il ne m'en donnait pas moins beaucoup de fil à retordre. Je me souviendrai toujours de ma dernière classe de 6e, que j'adorais, de ma dernière classe de 4e, qui était un cauchemar pour moi. J'avais autant d'affection pour les élèves dans ces deux classes. Mais ceux de 4e m'ont fait vivre mon pire échec d'enseignante. Parce que eux étaient en échec. Mais pire que ça, ils n'en avaient rien à faire. J'avais beau me décarcasser pour essayer de les motiver, de trouver des sujets intéressants, des sujets d'actualité, de l'actualité people, leur star préférée. Alors, jusqu'en 5e, ça marchait à peu près. À peu près bien. Mais en 4e, c'était terminé. Plus rien de ce que j'avais à leur proposer ne suscitait leur intérêt. Même les mauvaises notes et les punitions les laissaient totalement indifférents. Leur mollesse, leur attitude blasée me démoralisaient complètement. Je voyais bien que le système n'était pas adapté à leurs besoins, que ça ne leur permettait pas d'avoir un espoir pour être bien dans leur vie. Et moi, face à ça, je me sentais impuissante. Mais à travers ces élèves dits en échec, plus que le système scolaire, j'avais l'impression de voir la structure même de la société échouer sous mes yeux. Pourquoi? Parce que cette discipline à laquelle notre société est tellement attachée, parce qu'elle croit que c'est le seul moyen de faire des êtres humains qui se comportent bien, eh bien cette discipline n'avait aucun effet sur ses élèves. J'ai entendu des élèves se vanter d'avoir un membre de leur famille en prison, et la façon dont ils en parlaient donnait l'impression que c'était une fierté pour eux, et même un signe de grand courage que d'aller à leur tour faire un tour en prison. Pourquoi? Parce que c'était leur épreuve du feu, en quelque sorte. Alors à côté de ça, la menace du prof, de l'exclusion de l'école, du tribunal, de la police, ça les faisait bien rigoler. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne donnaient aucune autorité, ils ne donnaient aucun pouvoir à toutes ces instances, à tous ces gens, à toutes ces règles. Parce qu'en faisant face à la pire menace qui soit pour eux, c'est-à-dire la prison, eh bien, ils ne craignaient plus rien ni plus personne. Ils étaient tout-puissants. D'ailleurs, ils réglaient leurs comptes eux-mêmes, et même la police n'osait plus circuler dans leur quartier de peur de se faire lapider. Alors que faire? En tant que prof, en tant qu'adulte, face à une telle insoumission, face à une telle impertinence, face à une telle liberté, finalement. Et la vérité, c'est que nous n'avions aucun moyen de pression sur eux, parce qu'ils n'avaient plus peur. Ils s'étaient libérés du joug de la dictature, du rapport de force, en se réappropriant leur propre pouvoir. Ça a été une grande source d'inspiration pour moi. Pendant longtemps, j'ai cru que le pouvoir venait du savoir. Parce que j'avais entendu un prof de français nous dire, le savoir, c'est le pouvoir, et le savoir libère. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché à me remplir de tout un tas d'informations. Parce que je me disais, plus je saurais de choses, plus j'aurais du pouvoir sur ma vie, et donc plus je serais libre. Et pourtant, face à ces êtres insoumis, ces êtres affranchis du joug de la peur, j'avais aucun pouvoir. Et constater ma propre impuissance, vous l'imaginez, ça a été très difficile à vivre. Alors j'ai bien tenté de résister, de renforcer mes menaces, de créer des récompenses. Vous savez, le système de la carotte et du bâton. Chaque fois que mes élèves participaient, je les récompensais avec de bonnes notes. Et quand ils n'obéissaient pas à mes règles, je les punissais. Et à votre avis, ça marche ce système?
pourrait croire que oui, parce que j'imagine que comme moi, vous avez une éducation similaire. Et j'imagine que comme moi, eh ben, vous vous êtes tenu à carreau. On pourrait se dire, mais moi, j'ai bien vécu, j'ai bien survécu, alors c'est forcément que ça marche. Eh oui. Ce qui a marché, c'est qu'on a obéi parce qu'on a eu peur des conséquences si on n'obéissait pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais la vérité, c'est qu'en tant que prof, ce système de réussite-récompense était extrêmement épuisant pour moi. Ça me demandait une énergie colossale pour comptabiliser à chaque séance, chaque fois qu'un élève levait la main pour participer, transformer ça en points, l'intégrer en notes, puis dans la moyenne. Tout comme je m'épuisais à récolter les carnets pour noter tous les problèmes, donner des heures de colle, avec un travail noté à rendre. Et en fait, en les punissant eux, c'est moi que je punissais surtout. Alors j'en ai eu marre de ce système de flicage épuisant et inefficace, parce que tout le monde était perdant, et en plus c'était sans fin. Alors je peux vous dire que pour la perfectionniste que j'étais, ça a été très, très dur d'admettre l'échec. Surtout qu'à ce moment-là, eh bien, je ne voyais pas encore tous ces enseignements précieux que renfermaient ces expériences dites d'échec. Parce que je fonctionnais encore en mode binaire. C'est quoi le mode binaire? C'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux. C'est réussi, c'est raté. J'ai raison, j'ai tort. Gagnant-perdant. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? À force de me sentir perdante, parce qu'impuissante, déjà face au mal-être de ces jeunes, mais aussi face à toute cette violence générée par ce système coercitif, eh bien j'ai commencé à me sentir très mal. Et je suis même tombée malade. Alors j'ai alterné entre gastrite, dans les moments de révolte, de colère, d'indignation, et dépression, dans les moments de désespoir. Focalisée sur tout le négatif, j'ai commencé à croire que l'établissement, mais aussi la société tout entière, était en train de sombrer, tel le Titanic, dans le chaos, et que j'avais beau m'activer pour écoper dans tous les coins, mais que de toute façon le navire allait sombrer quoi que je fasse, et que je ne pouvais rien faire pour empêcher ça. J'ai développé une vision noire du monde, en croyant que je n'avais plus aucun pouvoir, que ma vie n'avait aucun poids dans tout ça, que je ne servais à rien, que cette vie n'avait aucun sens. Tant est si bien qu'un jour, en me réveillant le matin, eh bien, j'ai remarqué que j'avais perdu le goût de vivre. J'étais comme au bord d'un gouffre. Et je peux vous dire que ça fait bizarre. Et pourtant, écoutez bien, j'avais tout. Et j'avais tout pour être heureuse. J'avais tout réussi. N'est-ce pas cela que la société nous propose? De bonnes notes, de bonnes études, un bon métier, la sécurité de l'emploi, un prêt immobilier pour pouvoir se dire propriétaire, un compagnon avec qui se caser, une maison, des amis, des loisirs, des animaux, des vacances, etc. J'avais tout ça, j'avais tout ça. C'était il y a 5 ans et j'avais tout. J'avais choisi de grimper sur chaque barreau de cette échelle à succès, en étant satisfaite de mes choix. Tout ça, pour me rendre compte la veille de mes 30 ans que je n'étais pas heureuse. Je ne me reconnaissais pas dans cette vie-là. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais là? D'un seul coup, j'ai eu ce déclic-là. Je me suis dit, mais c'est pas ma vie, ça. Et pire que pas heureuse, j'avais carrément perdu le goût de vivre.
comment j'en étais arrivée là? Comment c'était possible? Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'avais construit ma vie à partir de certaines croyances. Croyances sur ce qu'est le bonheur, sur ce qu'est la réussite. Et comme vous avez vu, j'étais persuadée que la réussite était liée à mes résultats scolaires, etc. Je me disais, en réussissant dans la vie, je vais être heureuse. Et je m'étais trompée. Inconsciemment, j'avais adhéré à la vision de mon père. Se caser, travailler dur pour se sentir en sécurité. Ouais, la sécurité. Mais à quoi bon la sécurité quand on est mort à l'intérieur? À quoi bon avoir un toit sur la tête quand il n'y a plus de vie en dessous? Et cette dépression, cette gastrite, qu'est-ce qu'elle venait me dire? Elle venait me secouer, me réveiller. Elle venait me dire, mais reconnecte-toi à cette vie en toi. Ce que tu es en train de vivre là, c'est pas toi, c'est pas ton chemin. Alors comment je me suis sortie de là? J'ai demandé de l'aide. Et c'était très dur à l'époque pour moi de demander de l'aide. J'avais toujours peur de déranger les autres. J'ai demandé de l'aide à un ami thérapeute. Et c'est grâce à lui que j'ai changé de regard, que je me suis rendu compte que ma vision était erronée. En me voyant malheureuse et malade, il m'a dit « Mais pourquoi tu t'infliges ça ?» Je lui ai dit « Mais parce que les élèves ont besoin de moi. » Je dois continuer. Conscience professionnelle oblige. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'ils deviennent tes élèves quand tu es absente? Bah, ils vont en permanence ou ils rentrent chez eux. Et tu crois que tu leur mens? Non. Donc, sans toi, tes élèves vivent très bien leur vie. Oui. Donc tu n'es pas indispensable en fait. Non. Par contre toi, si tu continues comme ça, après les gastrites, qu'est-ce que ça va être? Ulcère? Cancer? Et quand tu seras morte, tu seras utile à qui? Dis-moi. Eh ben ça m'a fait drôle d'entendre ça. Parce que je me suis rendu compte que derrière cette belle valeur de conscience professionnelle, ben en fait, j'étais en train de me sacrifier. J'étais en train de me sacrifier en croyant sauver des êtres qui n'avaient pas besoin d'être sauvés. Par contre, moi, j'avais besoin de me sauver. J'ai fini par démissionner. Changer de métier, changer de vie. J'ai changé plein de choses. Et j'aimerais partager avec vous quelques-unes des pépites, des merveilleuses leçons que mes élèves m'ont appris pendant ces années d'enseignement. Alors évidemment, ils ne sont pas venus dire « Bon, Madame Perron, alors leçon numéro 1, leçon numéro 2, donc c'était de l'enseignement informel. Mais finalement, c'est celui qui m'a impacté le plus. Et on enseigne tous les uns aux autres, quotidiennement, sans savoir. Première leçon. L'autorité fondée sur le rapport de force, le système de punition-récompense, ne marche que si l'autre a peur. Et quand ça marche, il y a des chances que vous le regrettiez. Soit parce que ça va vous coûter, soit parce que l'autre va vous le faire payer. Il y a des chances que les deux arrivent.
peur, vous êtes cuit. Deuxième leçon que j'ai apprise, personne ne peut forcer qui que ce soit à aimer quelque chose. Même si vous êtes un super prof, même si vous êtes quelqu'un de génial, de super motivé, notre influence est limitée. Troisième leçon, c'est que le respect, vous savez ce sacro-saint respect, vous avez dû entendre, tu me dois le respect, tu me dois le respect. Le respect, j'ai appris que ce n'est pas quelque chose qui se doit, sous prétexte qu'on est un adulte, un parent, un professeur, ou que sais-je encore. Et non, le respect, c'est quelque chose qui se gagne. Et comment ça se gagne? Eh bien, en fait, le respect émane d'une autorité naturelle, et non pas par la violence. Parce que imposer des lois, des règles, menacer, punir, c'est violent. L'autorité naturelle, comment se manifeste-t-elle? J'ai repéré 5 qualités majeures dans l'autorité naturelle. Le respect de soi, l'authenticité, la responsabilité, l'humilité et l'amour. Le respect de soi, l'authenticité, la responsabilité, l'humilité et l'amour. Je vous en reparlerai dans la deuxième partie. Ces leçons sont encore à l'œuvre en moi aujourd'hui. Et leurs graines continuent à porter leurs fruits. Il y a encore peu de temps, alors que j'étais persuadée d'avoir accepté l'entière responsabilité de ma vie, eh bien, je me suis rendu compte que je me considérais encore comme une victime. Je me considérais comme une victime de ma dernière chef d'établissement, que j'accusais d'être la méchante, celle à cause de qui K.O. avait gagné. Je l'accusais de toutes les incompétences, sans voir que j'en avais fait un bouc émissaire. Parce qu'en fait, le chaos, il ne venait pas d'elle. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait que me le montrer, ce chaos, amplifié. Et en réalité, elle a été un vrai cadeau sur mon chemin. Alors évidemment, je ne me suis pas dit ça tout de suite, hein. Je me suis dit ça après coup. Pourquoi elle a été un cadeau sur mon chemin? Et parce qu'elle m'a fait gagner de précieuses années. Elle m'a montré l'essentiel de ce que j'avais besoin de voir. Qu'est-ce que j'avais besoin de voir? Deux choses. Un, le système est dysfonctionnel. Je pense que ce ne sont pas les gens qui sont dysfonctionnels. Je pense que les gens sont obligés de se suradapter parce que le système est dysfonctionnel. Vous avez entendu parler certainement du phénomène des enfants dys, dyslexie, dyspraxie, gna gna gna. On n'en finit plus de trouver des noms pour montrer à quel point les enfants ne sont pas comme il faut. Problématiques. Et moi, je pense que c'est pas eux qui ont un problème, c'est le système. Parce que le système ne peut pas les intégrer. Il essaye petit à petit. Et justement, je pense que eux, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent nous montrer ça. Ils viennent nous faire réfléchir sur ça. Pourquoi faire? Et pour nous permettre de devenir plus humains. Plus humain, c'est quoi? Eh bien, c'est plus relié à son cœur et moins accroché à nos rigidités mentales. Moins accroché à ce qu'on croit être la vérité. Deuxième chose très importante que j'ai retirée de tout ça, c'est quoi le plus important dans la vie? C'est d'être heureux. Peu importe les bonnes notes, peu importe de réussir à l'école ou dans la vie,
peu importe les titres, les grades, les étiquettes reluisantes. À quoi bon tout ça si vous n'êtes pas heureux? Quand je me suis rendu compte de ça, c'est là que j'ai pris une décision importante, une décision qui a changé ma vie. J'ai décidé que je consacrerais ma vie au bonheur et au bien-être. Parce que c'était ça le plus important. Alors j'ai fait différentes formations, comme par exemple professeur de yoga. Et avec les activités que j'ai proposées, mais même en dehors de mes activités, dans la vie tout simplement, eh bien je me suis consacrée à aider les gens à cultiver leur propre bonheur. Et depuis que je fais ça, devinez quoi? Eh bien mon propre bonheur, grimper en flèche. Et ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Mais parce que en étant heureuse, c'est comme ça que j'inspire les autres à en faire autant. Et de voir que je contribue pour eux, eh bien, ça me rend encore plus heureuse. C'est un cercle vertueux. Alors, aux gens qui croient qu'on se dégrade nécessairement en vieillissant, eh bien, moi, je peux vous dire que plus j'avance en âge, eh bien, mieux je me sens, plus je suis en santé. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est ça qui rend jeune et beau, et à tout âge. Et vous savez ce qui est génial? C'est que le bonheur, ça s'apprend. De quoi parle mon histoire finalement? Pour conclure cette première partie. Elle parle de la quête humaine, de la sécurité et du bonheur. Derrière la recherche de respect se cache le besoin de sécurité. Derrière la recherche du contrôle sur l'autre se cache aussi le besoin de sécurité, mais aussi le besoin de contribuer à son bien. Oui, sauf que comment contribuer au bien des autres si déjà on n'est pas bien soi-même? Il faut d'abord être bien soi-même, incarner ce bien-être. Parce qu'on n'enseigne que par l'exemple, finalement. J'ai appris que cette sécurité tant recherchée, cette sécurité, en fait, elle vient de l'intérieur. Et non pas de ce que l'on possède ou de ce que l'on fait. On peut avoir tout l'or du monde, les plus beaux palais, et se sentir en insécurité. Amasser ne va pas nous empêcher de sentir cette insécurité. Pour être en sécurité, il faut se connecter là, à son moi profond. Parce que c'est là que réside le vrai pouvoir personnel. La vraie puissance. À partir de cet espace, on peut affronter ses peurs et on peut agir au lieu de réagir. Parce que dans cet espace, nous sommes la paix. Et c'est donc ce que nous rayonnons, la paix. Merci pour votre attention. C'est le moment du break. Donc il y a 3 poupées russes, une petite, une moyenne et une grande. Pourquoi j'ai fait des poupées russes? Parce que je trouve que ça représente assez bien les 3 degrés, les 3 niveaux de relation. À l'intérieur, il y a la relation entre moi et moi.